monde célèbre la journée internationale de la paix et l'ONU a appelé à un cessez-le-feu mondial de 24 heures dans l'espoir qu'un jour de paix soit suivi d'un deuxième jour, puis d'un troisième, et qu'à terme, le canon se taise pour de bon. Rentrée parlementaire de septembre, les projets de loi sur le CENSA, la loi sur la répartition de sièges et le projet de loi de finances exercice 2018 sont prioritaires, a déclaré Omar Minakou, président de l'Assemblée nationale. Les passeports congolais semi-biométriques encore en circulation ne seront plus valides à partir du 16 octobre. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, les détenteurs de ces passeports ne pourront plus être autorisés à franchir la frontière tant à l'entrée qu'à la sortie. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce 54e numéro de l'émission Grand Format qui reçoit pour vous le président de l'Union nationale des démocrates et fédéralistes, l'honorable Christian Omwando Simba, élu de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'UNADEF est un parti du G7, membre du Rassemblement. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et je ne suis pas seule, comme d'habitude, à ma droite, Merveille Lungula. Bienvenue à toi aussi. Merci beaucoup, Laurette Mandala. Et Pichou Moulumba, il est rédacteur en chef du journal Le Potentiel. Bienvenue à toi, Pichou. Merci, Laurette. Et au fond, Patrick Wadio, coordinateur du journal Africa FM. Bienvenue à toi, Patrick. Merci, Laurette Mandela. Puisque nous parlons de la journée internationale de la paix, la première question, honorable Christian Mwando, journée internationale de la paix, c'est quoi exactement la paix pour vous? La paix, d'abord, pour moi, c'est l'absence de guerre, d'une part, et ensuite, c'est la quiétude qui permet une vie tranquille. L'absence de guerre, c'est que, comme vous avez dit tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait les canons qui tirent dans un pays, c'est la paix. Et c'est également la quiétude. La quiétude, c'est avoir une certaine stabilité sur le plan moral, sur le plan social, sur le plan économique. Tout ça est un tout qui, pour moi, constitue la paix. Lorsque quelqu'un n'a pas les canons qui tirent et qu'il a la quiétude, c'est-à-dire qu'il a la paix sociale chez lui, qu'il a la paix économique, en ce moment-là, je peux considérer que globalement, cette personne est en paix. Comme en République démocratique du Congo, bien sûr. Mais je crois que vous êtes en train justement de penser le contraire, parce que en République démocratique du Congo, non seulement partout, il y a les canons qui tirent, à l'est, toujours, au Kasaï, il y a eu les tueries, au sud, on en est aujourd'hui en République démocratique du Congo à se battre à la machette, à se tuer avec les flèches, guerre entre les Bantous et les Pygmées, les évasions qui créent l'insécurité. C'est un manque de paix aussi, le fait que nous ayons des évasions dans les prisons. Vous voyez les barrages qu'on fait la nuit sur l'ensemble du pays. C'est la preuve que tout ne marche pas. Je ne veux pas ajouter, et vous le savez mieux que moi, la situation sociale qui est explosive, où les gens ont perdu 60% de leur pouvoir d'achat. Les gens ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école. Avec tout ça, je crois qu'on est très très loin de parler de paix en République démocratique du Congo. Et vous venez de parler du Kasaï, je ne sais pas si je dois parler d'une coïncidence ou pas, mais c'est une coïncidence. Comment pouvez-vous lier la coïncidence Journée internationale de la paix pour Sébastien et le forum sur la paix et le développement qui s'ouvre dans le Kasaï? Bon, je crois que le forum sur la paix au Kasaï, je crois que c'est juste une mascarade pour essayer de faire diversion par rapport à ce qui est en train de se passer aux Nations Unies, où Joseph Kabila devait aller représenter la République démocratique du Congo. Je ne sais pas s'il va finir par y aller, parce que depuis un certain temps, on a vu qu'il fuit partout où il y a les rencontres avec ses homologues ou ses anciens homologues pour discuter des vrais problèmes du pays. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un tel regroupement où on ne voit ni les Kankou, ni Alex Kandé, ni les grands leaders tels que Lubaya, Sesanga et autres? Il s'agit d'un petit groupe qui est allé faire du cinéma, et de plus, des gens qui ne respectent pas la constitution de leur pays, qui ne respectent pas les lois de leur pays, qui ne respectent pas les accords qu'ils signent dans leur pays. Qu'est-ce que vous voulez attendre des résolutions qu'ils vont prendre? Pensez-vous qu'ils peuvent un jour les respecter? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est juste une mascarade, une diversion à laquelle je ne suis pas intéressé et qui ne me dit absolument rien. Mais justement, les différents leaders que vous citez, Christian Mwando, ont dit d'eux qu'ils ont boycotté
boycotter justement ces rendez-vous pour poser un problème d'inclusivité. Comment peuvent-ils se prétendre prêcher la paix et boycotter un rendez-vous où on parle de la paix, de la réconciliation? Mais ils vont discuter avec qui? C'est ça la question. Ils vont discuter avec qui? Parce que on discute avec des gens qui ont le respect de la parole, qui ont le respect des lois de leur pays, qui ont... Qu'est-ce que vous avez déjà vu être appliqué? Il y a eu les concertations en 2013 dans ce pays. Aucune résolution de ces concertations n'a été appliquée par Joseph Kabila. Il y a eu la Constitution qui est encore là. Elle n'est pas respectée par Joseph Kabila et son groupe. Il y a eu l'accord de la Saint-Sylvestre qui n'est pas respecté. Mais alors, quel est ce politique un peu sérieux qui va aller dans ce forum et pour y faire quoi? Puisque les gens qui sont réunis là-bas n'ont pas de parole, n'ont pas de respect de la parole donnée et n'ont aucune intention de régler les problèmes de la République démocratique du Congo. Je crois que les collègues ou les amis ont considéré que c'est tout simplement une distraction, comme je vous ai dit, une diversion et une perte de temps. Et c'est pour ça que certainement ils ne sont pas allés. Et pourtant, les chefs de l'État l'a dit tout à l'ouverture même des assises et que la justice devra agir pour qu'elle soit justement réparatrice par rapport à ce qui a été commis. Ça veut dire que les responsabilités devront être établies. Pourquoi ne pas faire confiance et aller se regarder en face et tabler sur ce qui s'est passé et du coup éventrer les beaux ajustements? Mais Monsieur Pichou, je crois qu'il ne faut pas parler comme si vous vivez dans un autre pays. Vous vivez au Congo. Et est-ce que c'est la première fois que Joseph Kabila parle de justice dans ce pays? Et vous le savez, dans ce pays, la justice n'existe plus. La justice n'est qu'un instrument dont on se sert pour matraquer un groupe de personnes, mais en soi, cette justice, qui est-ce qu'elle a déjà sanctionné véritablement essentiellement dans la majorité présidentielle? Personne. Je crois que Joseph Kabila est en train d'essayer de distraire les gens. Il n'y aura pas de justice. Vous avez suivi vous-même. Je vous donne un exemple simple. Le procureur général a demandé la levée de l'immunité de l'honorable Kankou pour la même question. Aujourd'hui, où est l'honorable Kankou? Où est l'honorable Kankou? Parce que vous aviez suivi, vous tous, qui avez eu une sorte de compromis avec la mouvance présidentielle qui lui a permis d'entrer au gouvernement Badibanga. Et lorsque le problème est venu sur la table, on a appris, et vous avez appris comme moi, et on demande où il est aujourd'hui. Personne ne vous dit comment il a quitté le pays. Je crois qu'il y a une connivence. On ne nous parle pas d'une justice. La justice est instrumentalisée. Et vous avez déjà vu le procureur général nous faire rapport, nous répondre, nous dire quelque chose en ce qui concerne la disparition de l'honorable Kankou qui a été ouvertement incriminé dans le dossier par le porte-parole du gouvernement. Je crois qu'il s'agit tout simplement d'une distraction sur laquelle nous ne devons pas nous attarder. Alors, honorable Christian Blando, on vous sent pratiquement tiré sur ce forum sur la paix et le développement dans le Kasaï. Pourtant, en tant qu'élu national, vous devriez vous réjouir du fait que la paix a été retrouvée dans l'espace Kasaï. Mais non, je m'attriste des morts inutiles. On a tué les gens inutilement. Cette situation a été provoquée. Ne faites pas croire ou ne croyez pas que la situation a été provoquée ex nihilo. Nous avons tous suivi les interviews, nous avons suivi les déclarations du défunt chef Kamwina Sapo. Nous avons suivi le processus jusqu'à l'ordre qui a été donné de massacrer les gens dans cet espace. Nous avons suivi la manière dont on a tué les civils, on a massacré les civils par des éléments en tenue militaire. Nous avons tout suivi. Donc, je ne dois pas me réjouir que des gens qui ont provoqué une situation fassent une mascarade pour dire qu'ils viennent rétablir une paix pour une situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Tous ceux qui sont là-bas sont eux-mêmes responsables de la situation qui a été créée là-bas. Et aujourd'hui, il est question que la majorité de ceux qui se retrouvent là-bas puissent plutôt répondre devant la justice au lieu d'essayer d'endormir la population avec un forum qui n'a aucun objectif en soi que jeter la poudre aux yeux des gens et dont les résolutions ne seront nullement appliquées.
Alors, je vais réfléchir à haute voix avec vous, honorable Christian Mwando. Lorsque le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, dit tout haut que la justice devra faire son travail, le problème se situe à quel niveau? Mais le problème se situe au niveau où la justice est instrumentalisée par les mêmes personnes qui doivent lui demander de faire le travail. Voilà tout le problème. Vous suivez toutes les mesures iniques que prend notre justice, les fausses accusations. Vous avez dernièrement été témoin que même les décisions de la Cour constitutionnelle concernant notamment, même si c'est un problème entre la réhabilitation du gouverneur du Haut-Katanga, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle dit autre chose, la Cour d'appel dit autre chose parce qu'elle est instrumentalisée. Vous avez suivi les condamnations de mon ami, notamment mon ami Franck Diongo, qui est député, dont on n'a pas respecté les procédures, qui a été pris chez lui pour être jeté en prison. Dans ce pays, depuis 2, 3, 4, 5 ans, vous avez déjà appris que quelqu'un de la mouvance présidentielle a été arrêté pour une raison ou une autre. La justice n'existe plus. La justice n'est qu'un instrument de répression et de brimade lorsque on veut le faire. Donc, ne me parlez pas de la justice. Vous avez suivi également que la Cour constitutionnelle dans ce pays a siégé en dehors du quorum pour prolonger juste le mandat d'une personne. Je crois que nous devons être un peu sérieux. La justice est instrumentalisée et que Joseph Kabila arrête de nous parler de la justice qui doit faire son travail parce que ce n'est qu'un instrument entre ses mains. Christian Mwando, à vous entendre parler, est-ce que l'on ne peut pas conclure à une diabolisation de votre part de toute tentative du pouvoir en place dans le sens du bien-être du peuple congolais? Amani, dans le Kivu, ne peut pas être une expérience à réalité dans les Kasaï, par exemple, puisque ça marchait avec Amani. Ne pensez-vous pas que Mutandis, ça peut marcher aussi pour les Kasaï? Mais je crois que peut-être nous vivons dans des mondes différents. Je ne diabolise personne. Mais chaque jour qui passe, depuis des années. Mais vous suivez qu'à Butembo, à Beni, à l'est là-bas, c'est la catastrophe. On a arrêté même de tuer les gens avec les armes, parce que peut-être on considère que les armes coûtent trop cher. On est en train d'égorger nos concitoyens. Alors ne me parlez pas de cette affaire-là, parce que ce sont des choses qui ne marchent pas, parce que les responsables de Dotchesol sont très bien connus. Moi, je ne veux diaboliser personne et arrêter surtout de parler des gens qui veulent le bien-être de la population. Parce que les gens qui veulent le bien-être de la population sont des gens qui devraient travailler pour que la population aille mieux. Tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui concerne le dérapage du taux de change, la question récente des passeports que vous connaissez mieux que moi. Comment dans un pays comme la République démocratique du Congo, on a un passeport le plus cher au monde, à presque 300-350 $, pour lequel l'État n'encaisse que 65 $. Donc, ces gens que vous appelez, qui apprécient le pays, qui sont des amoureux de la République, se tapent sur chaque citoyen qui achète un passeport, presque 150 à 200 $, qui mettent dans leur poche. Et ce sont ces gens-là que vous dites qui travaillent pour le bien-être de la population. Vous allez me dire que ces gens qui refusent de donner au peuple congolais, aux citoyens congolais, son droit légitime de se choisir ses dirigeants, ce sont ces gens pour lesquels vous dites qu'ils veulent le bien du peuple congolais? Moi, je ne crois pas que ça puisse être le cas, parce que sinon, si les gens avaient pitié du peuple congolais, ils devraient trouver des solutions idoines. Aujourd'hui, même la crise économique, j'espère qu'on va y arriver, que nous sommes en train de vivre, est une crise qui est due au fait qu'il y a des irresponsables qui ne veulent pas le bien du peuple congolais, qui s'accrochent au pouvoir malgré tout et qui sont prêts à tout casser, qui ne veulent pas, parce que la crise actuelle est due au fait qu'il y a une tension, il y a une incertitude sur l'avenir du pays, qui ne veulent pas donner une lisibilité, comme l'a demandé tout simplement le Fonds monétaire international, pour injecter de l'argent frais dans l'économie et permettre de stabiliser le taux de change et de relever un peu le social des gens. Ce ne sont pas ces gens-là qui refusent des choses tellement claires qui veulent le bien de notre pays. Christian Mwando, ce que j'aimerais comprendre, c'est que en quoi ça dérange lorsqu'on veut aller là où il y a eu de morts
et que l'on veille par une conférence mettre ensemble les fils de ces terroirs de manière à pouvoir plutôt soigner les blessures, mais également cette conférence a pour vocation d'apporter le développement dans cette partie du pays. Non, Ça nous écoutez, permet d'avoir aussi une période d'accalmie. écoutez, non, nous en tant que fils de ce pays et responsables, on ne peut pas prêter le flanc à une mascarade qui sert à justifier un état de fait. Parce que c'est une mascarade, une véritable mascarade. Parce que les gens qui sont là-bas et qui ont provoqué toute cette situation, qui ont tué nos frères, ils se connaissent. Ils se connaissent. Ils n'ont pas besoin que de nous appeler, nous, pour aller faire un faire-valoir. Non, on ne peut pas accepter cela. La conférence de paix et de développement des provinces du Nord et du Sud Kivu, cette conférence a permis quand même d'avoir une accalmie au Nord Kivu. À l'époque, il y avait des groupes armés qui se battaient, plus de 22 groupes armés qui se battaient dans la même province. À côté de cela, il y avait la rébellion de Laurent Kunda qui pesait sur cette province, mais cette conférence a permis d'avoir quand même une accalmie. Mais madame, est-ce que c'est cette conférence qui a permis d'avoir cette accalmie ou bien c'est la volonté politique avant cette conférence? Je crois que c'est la volonté politique qui a permis. Aller seulement parler, ça n'arrange rien s'il n'y a pas la volonté réelle d'aller vers une paix sincère. Et moi je crois que le cas qui nous concerne, il s'agit de ce groupe qui a provoqué la situation et les tueries. Les fausses communes, vous n'en avez pas parlé, les fausses communes que les gens se sont évertués à nier. Tous, ils sont là-bas. Ben, peut-être qu'ils vont sortir entre eux la vérité, parce que c'est eux qui sont responsables de cet état de choses. En tout cas, au niveau du rassemblement, nous ne nous sentons pas capables d'aller cautionner, d'aller servir de faire-valoir à un groupe qui est responsable des massacres dans les Kasaï et qui voudrait faire venir les autres pour leur faire porter une partie de la responsabilité et pouvoir se justifier à travers le monde. Et vous avez évoqué tantôt le problème des passeports. Et nous savons que le gouvernement maintient sa décision d'invalidation des passeports semi-biométriques malgré le mécontentement de la population congolaise. Pensez-vous que la question orale avec débat de l'honorable Juvenal Munobo aura un impact quelconque sur cette décision? La question orale va aboutir certainement soit à une interpellation du ministre des Affaires étrangères, soit à des résolutions, des recommandations du Parlement que parfois le gouvernement ne suit pas parce qu'il est couvert par une majorité interne des collègues qui le soutiennent et en ce moment-là ça pose des problèmes. Mais ce qui est important, c'est de savoir que contrairement à ce que disait votre collègue, c'est un gouvernement de prédateurs, un gouvernement qui n'a rien à faire avec le bonheur de la population. Je passe le problème du prix, mais j'en viens parce qu'il y a d'autres casseroles qui se cachent en dessous de ce dossier. Mais le ministre des Affaires étrangères, il y a à peine 2 mois, il a signé un arrêté seul dans son bureau, sans consulter les ministres des Finances ou autres, pour se taper, et il a même qualifié bonus sur le passeport le plus cher du monde. Ça veut dire quoi? Les gens sont arrivés à un moment où ils se disent, comme disent le Quinois, Aosalanganini. Donc le peuple là, qu'est-ce qu'il peut bien lui faire? Je me tape le bonus. Maintenant, je vois que l'argent entre trop doucement parce qu'il y a les 165 $ qu'on se partage entre copains et qui n'entrent pas au trésor public. Ça vient trop doucement. On supprime leur passeport. Comme ça, ils vont être obligés de faire les achats de ces passeports, même s'ils veulent, même s'ils ne veulent pas. Tout le monde crie à l'escroquerie, au vol. Dit, continuez, écrivez maintenant. Ils ont écrit maintenant aux chancelleries pour leur dire que d'ici le 16, aucun passeport ne sera valide dans la République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je vous parle, aucun Congolais qui détient son ancien passeport ne peut être en mesure d'avoir un visa. Parce que aucune chancellerie ne peut mettre un visa dans un passeport qui a une durée de moins d'1 mois. Donc ça veut dire on a bloqué d'abord tout ce côté-là. Il n'y aura plus de visa. Deuxièmement, comment voulez-vous que quelqu'un qui fait ses économies, il attrape ses 300 $, qu'il va, c'est un pauvre journaliste, un enseignant, il a pris ses 300 $, il dit bon, je vais me sacrifier puisque j'ai un passeport, je vais acheter un passeport qui sera valable pendant 5 ans.
Donc il emprunte à gauche, à droite, il réunit ces 300 $, montant que nulle part au monde on peut réunir pour un passeport, parce que des pays c'est 40 $, c'est 60 $, les plus chers c'est 100 $, mais nous on est à 300 $. Le type, il va quand même, puisqu'il est habitué à souffrir, à se faire souffrir, à se faire torturer. Donc il prend ces 300 $, il achète au début du mois, à la fin du mois de novembre 2015. Donc il est pratiquement à 1 année et demie, il lui reste 3 ans pour son passeport. Mais du coup, il y a un groupe de personnes qui lui disent que non, non, c'est ton problème, on s'en fout, tu as perdu ton argent, maintenant tu dois sortir encore 300 $, parce que nous, on a envie, vite, d'encaisser notre bonus, d'encaisser ceci et d'encaisser cela, ou alors d'empêcher certains hommes politiques qui ne partagent pas nos opinions de sortir du pays. Mais certains leaders du rassemblement. À quel genre de personnage nous avons affaire? Il n'y a aucun sens de l'État et aucun sens de responsabilité. Pour moi, je m'excuse, c'est pour moi l'occasion d'interpeller Joseph Kabila, parce que n'oubliez pas que de tout temps, on nous a toujours dit que les affaires étrangères sont du domaine de la souveraineté du chef de l'État. C'est-à-dire que tout ça, ça se fait avec son nom et sa bénédiction. Donc, s'il ne réagit pas, donc il est le premier responsable de ce qui est en train de se passer, ça ne se passe nulle part au monde. La seule chose qu'il pouvait faire, si c'était vrai, or c'est faux, tout est démontré que tout ce qui a été dit concernant l'OACI, les États-Unis et autres, c'est des mensonges. Si, admettons, allez, je leur prête bonne foi, dans l'absurde, dans un pays sérieux, on aurait émis les passeports gratuits pour que la personne termine les délais qui restaient sur son passeport. Puisqu'il a payé pour 5 ans, il ne peut pas consommer 2 ans, et on lui dit que les 3 ans, on s'en fout, tu dois payer. Ou alors, à l'extrême limite, je ne sais pas comment les calculs auraient pu se faire. J'ai consommé 2/5 de la valeur de mon passeport, parce qu'il reste 3 ans, et bien, je paye 3/5 ou 2/5 du prix. Comme ça, en ce moment-là, les 3 ans qui restent, bon, vous me faites un passeport pour les 3 ans qui restent. Mais on ne peut pas, quand même, dans un pays sérieux, responsable, avec une population qui souffre, avec des gens qui cherchent l'argent et qui ont perdu 50-60% de leur pouvoir d'achat, leur dire du jour au lendemain, non, messieurs, vous devez repasser à la caisse parce que nous, on n'est pas encore assez rassasiés. Je crois que c'est une moquerie et le peuple congolais doit en tenir compte. Vous avez semblé déjà balayer ce qui constituait ma préoccupation. Vous pensez donc que c'est un faux fuyant, l'argument selon lequel la RDC devrait se conformer aux normes actuellement édictées par l'OACI? Mais je crois que tout le monde a vu, et vous êtes journaliste d'investigation, mais l'Angleterre a 2 passeports. La France, nous avons vu même les documents que les services publics français ont émis au mois de juin dernier, pour dire que celui qui a un passeport semi-biométrique garde son passeport jusqu'à son expiration. Ça ne servait à rien de le changer. Mais cette mesure ne concerne que le Congo. Et le vice-ministre qui parle de l'OACI, mais il vous a brandi, vous, journalistes, le document. Mais je crois que ça devait être la première chose. Ça devrait être la première chose. Et ce n'était en ce moment-là. Nous devons voir dans ce document, si c'est le document de l'OACI, parce que l'OACI a bien dit que tant que le passeport est lisible sur la machine, ça ne lui pose aucun problème. Les pays peuvent changer progressivement jusqu'au-delà de 2020. Donc, c'est un faux fuyant. Et dans l'absurde, est-ce que c'était au gouvernement d'écrire aux chancelleries pour dire qu'à partir de telle date, les passeports, dans un mois, tous les passeports congolais ne sont pas, vous ne pouvez pas entrer ou sortir avec. Non. Ils allaient vous dire qu'attention, il y a tel pays qui n'acceptent plus le passeport semi-biométrique, quitte à ceux qui veulent se rendre dans ces pays-là, moi je n'en connais pas, de pouvoir prendre les dispositions qui s'imposent. Mais pourquoi annuler tous les passeports de manière uniforme? Si moi je n'ai pas l'intention d'aller dans un pays où ce passeport, selon le mensonge du vice-ministre, serait interdit. Si je n'ai pas, pourquoi vous annulez mon passeport? Vous voyez que l'intention est mauvaise. Il y a une intention malhonnête.
il y a une intention de prédation et de faire souffrir les gens inutilement. Mais pourquoi vous avouez vaincu d'avance au niveau même de l'Assemblée nationale, dès lors que l'indignation a également été enregistrée auprès de certains acteurs de la majorité présidentielle? Vous semblez déjà douter que vous fassiez replier le ministre sur la mesure, encore que ce n'était qu'un communiqué, ce n'est même pas un arrêté jusque-là. Mais vous savez, je n'ai pas dit qu'on s'avoue vaincu. J'ai dit que nous allons prendre nos responsabilités au sein de l'Assemblée nationale. Mais nous ne détenons pas la majorité. Jusqu'à présent, c'est pour ça que d'ailleurs les gens ne veulent pas aller aux élections. Jusqu'à présent, c'est la mouvance présidentielle qui détient la majorité numérique au sein du Parlement. Est-ce que les collègues auront le courage de leurs opinions pour aller jusqu'au bout? Parce que normalement, l'affaire est tellement grave que le vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères doit tomber. On ne peut pas faire des choses comme ça. Normalement, il aurait dû ne même pas penser à arnaquer le peuple congolais jusqu'à ce niveau-là. Il devrait quand même... Donc, si les députés de la mouvance présidentielle qui ont la majorité numérique au sein de l'Assemblée prennent leurs responsabilités, oui, il y a de quoi espérer. Sinon, nous allons faire notre travail, il y aura le débat général. Mais si on leur donne le mot d'ordre que, bon, les Abiloko Nabiso, on continue business as always, qu'est-ce que nous allons faire? Ils vont le laisser et on va ajouter encore d'autres taxes jusqu'à ce qu'on va en finir le 31 décembre de cette année. Mais nous avons l'impression que malgré toutes les dénonciations, la vie reprend son cours normal. Les Congolais vont se conformer à cette décision, ils vont acheter ces passeports. Mais les Congolais, je crois, c'est leur responsabilité aussi, hein. Ce n'est pas seulement la responsabilité des politiciens. Lorsque on est habitué, je l'ai dit, moi je suis un peu de votre avis, je l'ai dit, lorsque on commence par mettre le passeport à 250-300 $, il n'y a pas de réaction. On ajoute 10 $. Non, on a vu des pays où il y a des communiqués officiels pour 300 €. 300 €, vous êtes déjà au-delà. Alors, donc, avec ça, on ajoute encore un 10 $ de bonus. Il n'y a pas de réaction. Bon, maintenant, quand on supprime le passeport, on attend que les gens se prennent en charge. Ce n'est pas seulement dans la question du passeport, c'est dans toutes les questions qui concernent la vie de la nation. Mais nous avons aussi, moi je ne peux pas me dérober, en tant que leader politique, nous avons une part de responsabilité. C'est à nous de sensibiliser, c'est à nous de conduire le peuple pour que des injustices de cette manière-là ne puissent plus se reproduire. Christian Mondosima, le changement des passeports, ce n'est pas une première en République démocratique du Congo. Nous sommes passés de l'ordinaire au semi-biométrique. À cette époque-là, on ne vous a pas senti être aujourd'hui, comme vous l'êtes, défenseur du passeport. Qu'est-ce qui motive aujourd'hui cette position que vous n'avez pas défendue il y a quelques années? C'est votre passage à l'opposition qui vous a amené à cette position? Je pense que peut-être notre passage à l'opposition a fait perdre complètement la boule à la mouvance présidentielle, parce que je crois que nous étions les éléments qui étaient un peu les éléments rationnels qui permettaient d'agir de manière rationnelle. Mais le passeport a quand même changé. Il y a eu un débat, permettez-moi, il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Un député de l'époque avait même démontré clairement que cette question allait nous rattraper. Ces passeports, soi-disant qu'on présentait biométriques à l'époque, étaient semi-biométriques, il était de la majorité. On ne vous avait pas vous senti courir aujourd'hui pour ne pas les citer. Vous n'étiez pas à cette époque-là la porte-étendard de la défense pour le passeport. Pourquoi seulement maintenant? Bon, écoutez, en ce moment-là, d'abord, moi, je n'étais pas au Parlement, mais vous étiez quand même de la majorité. Je vais ajouter que quand même, le fait est qu'on avait décidé qu'on n'arrachait pas les passeports des gens, qu'on ne les annulait pas, que les passeports allaient jusqu'à leur expiration, ce qui est le minimum aujourd'hui. C'est-à-dire, ces passeports doivent aller jusqu'à leur expiration, parce que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Cela, à moins que vous me prouviez le contraire, il n'a pas été dit, il n'a jamais été dit que celui qui détenait l'ancien passeport au moment du changement devait voir son passeport annulé. C'est qui n'est que justice. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui, qui n'avait pas été fait à l'époque. C'est-à-dire, à l'époque, la décision, malgré qu'il y a eu changement,
Mais il n'y avait pas eu annulation du passeport. Vous aviez promis lors du bonus des $10 qu'avait demandé le ministère des Affaires étrangères. Je vous ai personnellement interrogé au téléphone. Vous aviez promis de mener des actions en tant que député national. Est-ce qu'on peut en savoir aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ces bonus des $10 qu'avait donné le ministère des Affaires étrangères sur le passeport? J'ai écrit, je crois que je vous avais envoyé une copie de ma lettre, de ma question écrite, parce que nous étions en vacances parlementaires, donc il n'était pas possible de demander une question orale avec débat, parce que nous étions en vacances au moment des faits. Et donc j'ai fait une question écrite au ministre des Affaires étrangères, mais malheureusement, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale m'a répondu qu'il y avait un autre député qui avait fait la même démarche, un député qui est plutôt du côté de la majorité, qui aurait fait la même démarche et que donc il jugeait ma démarche inopportune. Je n'ai qu'à attendre le moment où le ministre, le vice-premier ministre des Affaires étrangères va répondre à mon collègue pour avoir la réponse à mes préoccupations. Donc jusqu'à aujourd'hui, cette démarche reste lettre morte. La démarche est en cours, je dirais. Alors, Christian Mwando, je reviens avec deux petites préoccupations. D'abord, j'aimerais réfléchir par rapport à la dimension politique de cette décision du vice-ministre des Affaires étrangères, du vice-premier ministre des Affaires étrangères, signé par son vice-ministre que vous connaissez d'ailleurs personnellement, Gemma Tembo, il faudrait le dire. Mais d'aucuns pensent que cette décision a pour objectif immobiliser les opposants. Êtes-vous de cet avis? Je pense que dans ce pays, on est tellement on a quitté le secteur de l'État pour entrer dans la chosification de la politique et les coups bas, que cela ne m'étonnerait pas. Même si je n'ai pas d'évidence, cela ne m'étonnerait pas du tout parce que les gens sont prêts à utiliser n'importe quelles armes pour faire mal aux opposants alors que l'opposition est constitutionnelle. Alors, j'aimerais revenir sur la question de Patrick Wadio, mon confrère de tout à l'heure. Les questions orales, les interpellations au Parlement, vous en avez fait auparavant, ça n'a abouti à rien. Pourquoi aujourd'hui s'élancer dans une démarche dont vous savez que cela échouera certainement puisque vous n'avez pas la majorité au sein du Parlement? Ce sont les armes qui sont données aux députés. C'est une manière pour nous aussi de prendre le peuple à témoin. Je ne veux pas dire que parce que ça démontre parfois que la majorité ou la mouvance présidentielle qui a la majorité numérique au sein de l'Assemblée va à l'encontre des intérêts de la population. Si on ne fait pas ces démarches-là, on se tait, c'est comme si nous sommes tous dans le même panier. Le débat qui est généralement public, auquel le peuple assiste, permet à chacun de se faire une idée sur les représentants du peuple qu'il a choisi. Alors, Christian Mwando, je ne veux pas monopoliser la parole. Cela nous amène à une conclusion. Parce qu'il faudrait le dire, depuis un certain moment, la majorité des actions de l'opposition ne tiennent plus. Parce qu'on a vu le président de Rassemblement rentrer escorté alors qu'il y avait une marche qui était prévue. Eh bien, qu'il y avait beaucoup de monde à l'aéroport pour l'accueillir. On a vu l'opposition s'essouffler lors de 2 journées ville morte. Vos actions à Lubumbashi ont été empêchées. Aujourd'hui, on peut conclure que la population n'est plus derrière vous. La raison pour laquelle vous vous réfugiez dans des démarches qui sont dans les institutions. Non, dire que la population n'est plus derrière nous, je crois que c'est trop avancé. Il faut dire que le régime de terreur, pire qu'à l'époque de Mobutu, s'est véritablement installé. La terreur, les gens sont terrorisés. Mais c'est un muraille que vous n'arrivez pas à franchir. Excusez-moi. Il y a peut-être d'autres moyens de les franchir, mais ce sont des moyens que nous ne voulons pas utiliser. Vous savez que lorsque on envoie l'armée, armée jusqu'aux dents, abattre physiquement 100, 200 personnes dans une manifestation, c'est des choses qu'on a vues dans un autre siècle. Aujourd'hui, les gens qui vous disent bonjour en tant qu'opposants dans nos circonscriptions électorales sont susceptibles de perdre leur emploi. Les gens qui participent avec vous dans une manifestation ou dans une marche pacifique ou dans une réunion vont en prison et jugés soi-disant en flagrance. Et il y a des amis qui copient 5, 10 ans condamnés sur place par cette justice que vous dites, à laquelle vous voulez emmener les gens. Je crois que
il y a la peur qui s'installe. La peur s'installe, ça c'est, il faut le reconnaître. Les gens et nos amis de la mouvance présidentielle enfoncent le clou en disant voilà, donc nous, hein, attention, si vous allez là-bas, vous allez vous faire tuer. Et le peuple est fatigué. Non, le peuple a peur. Et le peuple doit sortir la peur, sinon il va vivre éternellement dans l'esclavage. Si ça continue comme ça, Kabila est parti effectivement, comme il le dit, comme ils le disent entre eux, pour 30 ans. Mais ça sera la terreur, parce que la terreur est déjà là. Vous savez que quand nous parlons comme ça, nous recevons même des coups de fil, des amis qui disent non, toi tu vas mourir. Parce que les gens considèrent qu'aujourd'hui on n'est plus libre de parler ouvertement des faits et des choses. Et les gens ont peur. Des gens ont perdu leur emploi. Les gens sont en prison. Si ici, combien de personnes ne sont pas en prison? Et le système qui a été mis en place, c'est le système de démystification du leadership. C'est-à-dire, on prend un Franco Diongo, on le met en tôle, avec un jugement sommaire, pour dire, si un Franco Diongo, nous pouvons lui faire ça, vous, qu'est-ce que vous qui avez même on met tout ça à contribuer à instaurer la peur dans les gens. On a l'impression que le peuple n'est plus derrière l'opposition. C'est un peuple qui subit les décisions du pouvoir en place et je me demande qu'est-ce qui arrivera le 31 décembre 2017. Bon, je pense qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur une chose. Le combat qui se mène, ce n'est pas pour les hommes politiques. C'est le combat d'un peuple qui doit se réapproprier son droit de choisir ses dirigeants. Donc, que le peuple cesse de croire que si je fais ça, si je demande le droit de vote, si je proteste et je veux voter, c'est pour Christian Mwando, c'est pour Tshisekedi, c'est pour Moïse. Non, c'est son droit. Il peut arriver au moment du vote, il dit non, Christian Mwando, non, moi je vais voter Madame Mandala. C'est juste ça, c'est l'équité, c'est la justice. Comment l'homme politique va être redevable vis-à-vis de la population s'il ne sait pas renouveler sa classe politique? Ici, nous avons un groupe de gens qui ne veulent pas rendre compte au peuple et qui lui refusent le droit de se choisir ses dirigeants. Ça, ce n'est pas le problème de la classe politique, c'est le problème du peuple. Je crois que si chacun comprend cela et que son bonheur en dépend, je crois que chacun doit se prendre en charge pour récupérer son droit de se choisir ses dirigeants. Christian, on doit vous entendre parler. Vous avez parlé des vagues de départ, le peuple est fatigué. La question que je me pose alors, à quoi sert votre lutte pour l'alternance politique et avec qui vous allez la faire si le peuple est fatigué? Non, je n'ai pas dit que le peuple est fatigué. J'ai dit qu'il a peur. Mais mon devoir de leader et le devoir des autres leaders avec lesquels je travaille, c'est justement faire partir cette peur du cœur de la population en lui faisant comprendre qu'il y a un groupe de gens qui vont le maintenir dans l'esclavage. Rien que ce qui s'est passé cette année-ci, où le peuple a perdu 60% de son pouvoir d'achat, alors que des gens continuent à faire le malin et à le faire tourner en rond. Ils refusent d'augmenter les salaires des fonctionnaires. Ils refusent d'augmenter le salaire des enseignants. Les médecins sont en grève. Est-ce que le peuple est-il prêt, par peur, à continuer à subir ce genre de dirigeants? Si le peuple n'est pas prêt à subir ce genre de dirigeants, il doit se prendre en charge pour que le 31 décembre de cette année-ci, cette situation s'arrête et qu'il récupère son droit de choisir ses dirigeants. Ce droit est un droit constitutionnel, constitution que lui-même le peuple a voté. Et vous êtes conscient que le 31 décembre 2017, il n'y aura pas d'élection? Conscient, non. La CENI l'a dit, techniquement, il est impossible que nous obtenions les élections le 31 décembre 2017. Mais madame, voilà encore un groupe de gens qui ne prennent pas le peuple au sérieux. Comment voulez-vous dire, depuis 2015, vous dites que non, il n'y aura pas élection. 2016, il n'y aura pas. 2017, il n'y aura pas élection. On vous demande une chose aussi simple. Publier le calendrier électoral. Mais vous dites qu'il n'y aura pas d'élections sur base de quoi? C'est en publiant le calendrier électoral qu'on saura quelles sont les contraintes que vous avez. De deux, on a demandé, et je crois que vous avez suivi le communiqué de l'ONU hier, mais on a demandé à Nanga, mais publier le chronogramme chiffré pour connaître le budget des élections, pour voir quels sont les gaps
que vous avez en matière d'argent. On ne publie pas le calendrier électoral, on ne publie pas le chronogramme des activités chiffrées, on dit il n'y a pas d'argent et on dit il n'y aura pas d'élection. Mais par rapport à quoi? Mais je crois que la situation est simple. Nanga, qui est une marionnette de Kabila, n'a aucune intention d'organiser les élections. Et Joseph Kabila non plus. C'est-à-dire que si le peuple ne se prend pas en charge, il n'y aura pas des élections dans ce pays. Et la manière dont tout le monde parle, c'est comme si les élections étaient une faveur qu'un groupe de gens veut accorder à la population. Non, ce n'est pas une faveur. Mais Kabila a eu 6 ans pour organiser les élections. Après avoir obtenu une année de plus, il ne va pas venir nous faire dire par Nanga que c'est impossible. Mais finalement, ça sera possible quand? C'est-à-dire que c'est un groupe qui confisque le droit du peuple d'organiser les élections. Et c'est pour ça que nous sommes maintenant pour l'optique. Que si Kabila est incapable de faire organiser les élections cette année au 31 décembre 2017, il nous aura prouvé que, en tout cas, avec lui, il ne peut pas y avoir des élections. Il faut tourner sa page et mettre des gens qui n'auront pas d'intérêt. Les conditions sans Kabila, vous voulez dire? Absolument. Pourquoi je vais dire ça? Parce que Kabila est le principal bénéficiaire de la non-organisation des élections. C'est pour ça qu'il a instrumentalisé la Cour constitutionnelle, il a instrumentalisé tous les organes pour ne pas organiser les élections. En se basant sur l'article que tant que je n'organise pas les élections, je reste président de la République. C'est ça son... Non, ce n'est pas ça la position. C'est ça son interprétation. C'est ça son interprétation parce que l'article dit installation du président élu. On est censé qu'à la fin du mandat du président en exercice, il y a déjà un président élu. Mais on a tourné ça par mauvaise foi pour se maintenir illégalement au pouvoir. Maintenant, ayant obtenu ça de la Cour constitutionnelle qui l'instrumentalise, aujourd'hui, Kabila est dans le principe que je resterai président de la République tant que les élections ne seront pas organisées dans mon pays. Et avec quelqu'un qui a ce principe, il sera difficile, voire impossible, d'aller vers les élections. Donc, on va de plus en plus vers la réflexion de dire, bon, Kabila a fait sa part, il a eu ses 6 ans, 5 ans plus 1 an, il n'a pas réussi à organiser les élections, ce n'est pas en s'accordant une année de plus qu'il va organiser ces élections. Mais maintenant que l'on repoussait les élections pour le mois de mars 2018, 3 mois seulement, il n'y aura pas mort d'homme pour 3 mois d'écart. Mais 3 mois d'écart avec qui? Mais madame, vous l'avez dit, moi je viens de l'intérieur, en pleine vacances parlementaires. Des vacances parlementaires où je suis obligé de rencontrer mes électeurs, de discuter avec eux, de connaître leurs problèmes et de faire mon rapport au Parlement. Eh bien, madame, il y a des policiers qui sont entrés dans mon bureau pour me faire sortir du siège de mon parti. Le maire de la ville de Lubumbashi m'a écrit qu'il n'y a aucune manifestation publique, et même en salle, qui peut m'être autorisée. Mais dans quel climat on va aller aux élections? Est-ce que vous croyez qu'avec des gens comme ça, où est-ce que nous irons battre campagne? Nous irons battre campagne où et comment? Et vous avez suivi, l'ONU hier a répété, mais les mesures de décrispation politique, il n'y a aucune mesure. Plus nous avançons, plus le régime installe la terreur et la tyrannie sur les gens, et plus il interdit les libertés. Et est-ce que c'est avec ces gens-là que nous devons aller aux élections? Mon avis est non. Christian Mando, moi j'aimerais quand même vous poser une question. Vous êtes député national. Lorsque vous vous acharnez sur l'institution président de la République, comme si c'était la seule institution à avoir dépassé les délais, vous à l'Assemblée nationale, vous avez également dépassé les délais. Vous êtes l'autorité budgétaire. Cette Assemblée nationale qui n'a pas contrôlé le gouvernement pour qu'il donne à la CENI les moyens financiers pour l'organisation des élections. La CENI qui est l'émanation même de l'Assemblée nationale du Parlement. Vous pensez que vous êtes plus exonéré que le président? Qu'est-ce que vous devenez dans cette transition sans Joseph Kabila et avec quel Parlement? C'est lui dans lequel vous siégez qui a aussi dépassé? Voilà, non, j'aime beaucoup cette question. Merci beaucoup de me l'avoir posée parce qu'il y a des choses qui échappent à la population. L'article 69 de la Constitution dit le président de la République, en l'occurrence Joseph Kabila, est le garant de la nation. Il assure par son arbitrage le bon fonctionnement des institutions.
cet article a tout dit. Si les institutions ont mal fonctionné, c'est que soit le président est incompétent, ou alors il est de mauvaise foi. Dans les deux cas, il n'est pas à sa place, il doit partir. Voilà pourquoi moi, je m'acharne sur l'institution président de la République, parce que c'est son obligation. Et c'est lui, et pas quelqu'un d'autre d'entre nous, qui a prêté serment de respecter et de faire respecter la Constitution. Lui et lui seul. Je ne sais pas si tu connais une autre institution qui a prêté ce serment-là. Donc, il n'a pas joué son rôle, il n'a pas voulu jouer son rôle. Deuxièmement, je vais vous dire, mais quand on dit que le Sénat a fait un glissement de 10 ans, les assemblées provinciales aussi, mais je comprends, c'est un complot, c'est une organisation faite par Kabila pour pouvoir, en son temps, prendre prétexte de ces éléments-là pour ne pas organiser ses propres élections. Pourquoi? Parce que le Sénat, tant qu'on ne l'a pas envoyé aux élections par la CENI, qui est contrôlée par le même Kabila, le Sénat ne va pas organiser ses propres élections. Contrôlé par vous, c'est votre émanation? Non, le Sénat, la CENI n'est pas l'émanation partiellement de l'Assemblée. Mais qui est le chef? Mais qui est le chef de la majorité au Parlement? C'est toujours Kabila. C'est lui le chef de la majorité au Parlement. C'est lui qui dicte aux députés ce qu'ils doivent voter et ce qu'ils ne doivent pas voter. Donc, vous allez voir que tout, quand vous faites le tour, revient à lui. En tant que chef de l'État, on n'est pas chef de l'État pour rien. Ça revient à lui. Donc, tout ce qui est en train de se passer, il l'a boutiqué, il l'a préparé pour mettre fin à la démocratie. Il l'a boutiqué. Et moi, je suis sûr de ce que je dis parce que je suis en train de voir la manière dont il a organisé les choses pour ne pas avoir... Parce que, attention, tous ces problèmes n'ont pas eu lieu lorsque il avait encore un mandat. C'est maintenant qu'il ne peut plus être candidat que tous ces problèmes se posent. Vous dites également que nous sommes l'autorité budgétaire. Bien sûr, l'Assemblée nationale a, chaque année pendant 5 ans, voté un budget de plus ou moins 250 millions qui devait être consacré aux élections. Et ce budget n'a jamais été décaissé. Mais on a contrôlé, on a posé des questions, mais c'est le chef de la majorité qui contrôle aussi le Parlement. Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'on nous a dit? Il y a eu des dépenses de plus de 300% de la présidence de la République. Vous avez vu l'éléphant blanc que Matata nous a laissé, Bukangalonzo, dont plus personne n'ose aujourd'hui citer le nom, mais qu'on nous citait ici comme modèle, que Kabila lui-même est allé inaugurer plus de 400 millions de dollars perdus. Mais tout ça, pourquoi on n'a pas voulu organiser les élections? Et celui qui n'a pas voulu organiser les élections, ne cherchons pas des boucs émissaires, c'est Kabila lui-même. Aujourd'hui, les autres n'ont pas de responsabilité. Permettez-moi de définir la question, Laurent Mandela. Que devient le Parlement dans cette transition sans Joseph Kabila, puisque vous voulez une transition sans Joseph Kabila? Que devient l'institution Parlement dans cette transition? Mais l'institution Parlement qui est fin mandat, l'institution Parlement tombe, tout simplement. En fait, Taboula rasa des tout, on reprend à zéro. Mais il y aura une équipe, selon ce qui sera décidé, des gens qui ne seront pas, en tout cas c'est mon souhait aussi, qui ne seront pas des politiques. Moi je n'entends pas, parmi tant d'autres choses, être membre de cette équipe. Il doit y avoir une équipe de gens qui ne sont pas des politiques et qui n'ont pas l'intention d'être candidats, qui n'auront aucune idée de pouvoir tricher ou s'approprier des élections. Je pense que ce sera la meilleure option, que tous les politiques restent un peu à côté. Exactement, j'aimerais... Allez-y. La question, c'était juste de savoir une opposition divisée avec plusieurs candidats présidents. Pensez-vous que cette opposition peut battre la majorité unie lors des élections? Je crois que la mouvance présidentielle, moi j'ai cessé de l'appeler majorité parce qu'elle ne l'est pas. La mouvance présidentielle aujourd'hui, même un garçon de 5 ans qui n'a pas de discours va battre cette mouvance présidentielle. Pourquoi il refuse que les gens de l'opposition tiennent des réunions? C'est parce qu'ils ont constaté qu'ils sont vomis par la population et ils ne veulent pas entendre un autre son de cloche. L'opposition a été fragilisée. Mais l'opposition a été fragilisée, c'est sûr, ça je ne peux pas le nier, mais l'opposition est en train de reprendre du poil de la bête. Et pour éviter que la population ne s'exprime, on empêche
toute rencontre liée à l'opposition. C'est un mouvement de peur. Ils le savent, ils ne sont pas inconscients. Alors, j'aimerais rebondir avec vous, honorable Christian Mwando. L'opposition est fragilisée, vous venez de le dire, et la possibilité d'une transition sans Kabila ne passera pas certainement parce que la majorité présidentielle a fustigé cette idée. Mais le président du Rassemblement, Félix Tshisekedi, a appelé à l'union de forces politiques et sociales anti-Kabila de manière à militer pour l'alternance en décembre 2017. Le président de l'UNC, Vital Kamerhe, s'est montré disponible à cet appel bien avant. Mais pourquoi jusque-là, il n'y a pas un rapprochement, il n'y a toujours pas un rapprochement entre l'UNC et le Rassemblement, alors que tous sont pour un front anti-Kabila? Oui, je crois qu'il y a un problème de cohérence au niveau de l'UNC. L'UNC est membre du gouvernement. On ne peut pas être membre du gouvernement et être dans l'opposition. Il y a un problème de fond. Si l'UNC et mon ami et mon frère Kamerhe veulent venir à l'opposition, ils commencent d'abord par quitter le gouvernement. Ça, c'est un préalable à tout. Parce que sinon, on est en train de combattre quoi? Et on joue contre qui? Là, le jeu n'est pas clair. Moi, je préfère dire clairement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'UNC est membre de la coalition au gouvernement, donc membre de la majorité. Et en ce moment-là, bon, peut-être on se rejoint sur certains points spécifiques, quitte à évaluer lesquels, mais actuellement, l'UNC n'est pas membre de l'opposition. Le fait d'avoir refusé le poste du vice-président Sensa, cela ne vous rassure pas toujours? Le Sensa ne fait pas partie des institutions qui déterminent la coalition au pouvoir. C'est le gouvernement qui détermine la coalition au pouvoir, le gouvernement et le Parlement. Donc, tant que l'UNC soutient l'action du gouvernement dont il fait partie, il ne fait pas partie de l'opposition. Alors, Christian Mwando, au 19 décembre 2016, tout devait s'arrêter. Rien ne s'était arrêté, nous comptons sur la suite. Maintenant, c'est le 31 décembre 2017. Est-ce que ça ne devient pas une monotonie? Première préoccupation, quand vous tablez sur l'éventualité d'une transition sans l'actuel président de la République, Joseph Kabila, quel en sera le soubassement constitutionnel? Bon, moi je regrette un peu que vous preniez les choses sur le plan de la monotonie, comme si vous n'étiez pas concerné. Nous sommes en train de parler de nos vies, de la vie de nos familles, de la vie de nos enfants, de l'avenir de notre pays. Attention, ça devient de la monotonie que votre pouvoir d'achat baisse de 60% et qui baisse encore l'année prochaine. Vous êtes là comme observateur, c'est la monotonie. Messieurs, arrêtez un peu ce genre de langage. Nous parlons de l'avenir de notre pays et même si nous devons nous battre chaque jour pendant 20 ans, moi je ne parlerai jamais de monotonie parce que c'est mon droit de citoyen de vivre en paix, parce qu'on parlait de la paix, de vivre dans un pays qui avance. C'est mon droit. Et pour ce droit-là, je ne trouverai jamais cette lutte monotone. Et je pense que le Congolais, là où il est, parce qu'aujourd'hui il souffre encore plus, il ne va pas trouver sa souffrance monotone. Il faut justement se battre pour changer les choses et que cette souffrance s'arrête. Je pense que ça doit être bien clair. En ce qui concerne la transition. La transition, jusque-là, vous avez suivi toutes les déclarations, c'est de dire que, bon, au plus tard, le 31 décembre de cette année-ci, il doit y avoir les élections en République démocratique du Congo. En tout cas, au moins, dans la tête de chacun, au moins les élections présidentielles qui permettront à ce qu'il y ait un nouveau président et que les choses avancent. Mais maintenant, pour ce qui est au-delà du 31 décembre, si jamais la mauvaise foi de la mouvance présidentielle aujourd'hui continuait et nous amenait jusqu'au 31 décembre sans élection, il y aura donc l'application de l'article 64 qui exige de tout citoyen de faire échec à un groupe qui veut se maintenir au pouvoir par la force. Si cette confrontation a lieu, je pense qu'il y aura les mouvements citoyens qui vont se mettre ensemble pour déterminer maintenant que ce soit le calendrier électoral et la feuille de route jusqu'à l'organisation des élections. Moi, je n'en suis pas encore là. On n'a pas encore, en tout cas, je n'ai pas participé à une réunion
qui a traité de ce cas. Entre-temps, la Constitution était évincée. La Constitution est déjà, aujourd'hui, parce que nous sommes déjà au-delà du mandat de Kabila. Donc, la Constitution a été quand même secouée. Et donc, nous pouvons changer juste de schéma par rapport au 31 décembre, qui est la date à laquelle s'arrête l'accord du 31 décembre. Alors, il y a émulation du mouvement citoyen, justement, vous en avez fait allusion. Est-ce que vous ne pensez pas que de plus en plus, comme cela a été dit ici sur ce plateau, que la population ne semble plus porter sa voix ou écouter ses leaders? Bon, écoutez, moi je ne suis pas pour le fait de mettre la population d'un côté et les leaders de l'autre. Ça, c'est une très mauvaise approche que malheureusement les mouvanciers, les gens de la mouvance présidentielle ont réussi à inculquer dans les têtes des gens. Attention, cette lutte ne concerne pas la classe politique. C'est une lutte qui concerne la population qui doit se réapproprier ses droits. Le droit de se choisir justement les dirigeants. Parce que ici, la question est fondamentale. Il y a un groupe de dirigeants qui a confisqué le droit de la population de se choisir ses dirigeants. Et lorsque nous acceptons ce principe-là, la population ne peut pas se fatiguer. Parce que c'est son devoir de récupérer son droit pour se choisir l'élite, les gens qui doivent le diriger. Parce que sans le choix des dirigeants, c'est comme s'il y a un groupe de gens qui a confisqué le pays. Moralité, on vous impose des passeports à $300, des $10, et on vous impose des échéances qui ne sont pas les vôtres, parce que ce ne sont pas des gens qui sont issus de vous. Ce ne sont pas des gens qui sont issus de la population. Ce sont des gens qui sont là, qui doivent tout à leur chef, et qui doivent rien à la population. Avec ces gens-là, la population ne peut s'attendre à rien. Donc, si la population comprend cela, la population doit comprendre que la lutte actuelle, ce n'est pas Christian Mando, tous sont des politiciens, elle peut faire ce qu'elle veut, mais son droit de voter doit être respecté. Point très. Alors, honorable Christian Mando, si aujourd'hui la population ne vous suit pas dans cette démarche, quel est le plan B du rassemblement? En tout cas, je n'ose pas penser une seule seconde que la population ne peut pas suivre. Parce que la population est témoin aujourd'hui de la manière dont la prédation, la terreur, les tueries sont en train de s'installer dans ce pays. Une population qui accepterait de ne pas suivre, donc moi je peux comprendre que c'est une population qui a accepté de mourir dans la misère, dans les tueries et la prédation. Quatre figures, votre prise en otage dans votre bureau, le retour de Félix Tshisekedi, les marches qui ne tiennent plus, les signaux donnent, les meetings annulés. Non, les signaux sont très mauvais pour l'opposition politique et la majorité pense que le peuple congolais est mature. Non, je crois que les stratégies ont changé. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire, un travail de mobilisation. Et vous avez suivi que le rassemblement ces jours-ci s'est abstenu à donner des mots d'ordre un peu à la va-vite. Nous terminons un travail de fond qui est un travail de mobilisation de notre population, et en ce moment-là, on verra bien à la première échéance qu'est-ce qui va se passer. Et pensez-vous également que cette opposition peut arriver à faire des concessions pour arriver à avoir un seul candidat président pour l'élection présidentielle de 2017 au cas où il y a élection? Bien sûr, je pense que nous sommes entre gens raisonnables et nous avons mené le combat ensemble. Ils ont parlé clairement. Il y a des dialogues. Pour le moment, on n'en est pas encore là parce qu'on ne veut pas, on ne veut pas qu'il y ait des affrontements autour de la question électorale. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'obtenir un calendrier électoral certain, et en ce moment-là, lorsque le calendrier sera mis en place, nous allons nous retrouver et discuter si nous pouvons trouver un compromis sur un candidat ou des candidats communs. Si on ne peut pas trouver de compromis, eh bien, chacun ira dans son ordre. L'essentiel dans tout ça, quel que soit celui qui sera choisi, c'est le peuple qui aura gagné parce qu'au moins il aura désigné son dirigeant. Christian Mando, moi j'avais une préoccupation. Pensez-vous que puisque la Constitution n'a pas été respectée, il faille la violer à nouveau? Par qui? Parce que vous avez estimé qu'on pouvait la mettre de côté pour une transition, parce qu'elle avait déjà été violée et n'a pas été respectée. Non. J'aimerais avoir cette précision. Non, la précision est celle-ci. La Constitution
n'ayant pas été respectés au 19 décembre, date de limite du mandat du chef de l'État. Il a été mis en place un document transitoire, parce qu'il faut l'appeler comme ça, qui va jusqu'au 31 décembre 2017. C'est ce document qui a une échéance du 31 décembre 2017 qui vient au bout, donc qui est au bout de l'échéance fixée. Et en ce moment-là, bien entendu, il sera tout à fait normal, si jamais, dans l'improbable, il n'y a rien qui se passe au niveau électoral, qui est un nouveau document avec d'autres principes qui vont continuer à conduire le pays. Devons-nous comprendre qu'au dialogue du centre interdiocésain, vous avez remplacé la Constitution par cet accord? La Constitution a été complétée parce qu'il y a eu un vide juridique du fait du refus de Kabila d'organiser les élections. Et rapidement, votre point de vue par rapport au vote semi-électronique proposé par la CENI? Bon, je crois que c'est encore une distraction que M. Nanga est en train de chercher. M. Nanga, on lui a demandé de publier le calendrier électoral, de donner un chronogramme chiffré des élections. Au lieu de faire le travail qui lui est demandé, qui est le travail important, il va nous sortir d'autres distractions comme le vote semi-électronique. Il y a plusieurs avantages. Il y a plusieurs avantages peut-être pour lui et son groupe, mais nous savons ce que ça a donné au Kenya et dans beaucoup d'autres pays. Hein. Donc, pour nous, lorsque vous êtes dans un processus qui est normalement à maturité, mais on ne change pas les règles au moment où on arrive à la fin du processus. On entre dans le processus en connaissant les règles. Ce n'est pas à 3 mois ou 4 mois des élections que M. Nanga va venir avec des machines que personne ne maîtrise. Je crois qu'il y a tout simplement une tentative de tricherie et nous n'allons pas le suivre sur cette voie. Vous vous appropriez cette décision des Nations Unies par rapport à la CENI. C'est une victoire aujourd'hui pour l'opposition alors que l'on sait que la CENI est une institution indépendante. Indépendante par rapport à quoi? Par rapport à son fonctionnement, Christian. Mais je vous dis que si vous avez une machine qui est plus mouvancière au pays ici que la CENI, moi je voudrais que vous puissiez me la donner. Peut-être, enfin, la CENI est en concurrence avec la Cour constitutionnelle sur qui va mieux suivre les décisions de la mouvance présidentielle. Je crois que la CENI, il est tout à fait important qu'elle soit contrôlée. Vous êtes dans une histoire incontrôlable. La CENI a multiplié les raisons pour ne pas organiser les élections, obéissant ainsi à la volonté de la mouvance présidentielle. La CENI est tout sauf indépendante. Nous avons compris que le rassemblement se bat pour l'alternance et que vous vous préparez pour les élections dans 4 mois. Pendant ce temps-là, le corps de Etienne Tshisekedi reste dans une morgue en Europe. On n'en parle plus. Nous avons l'impression que votre leader se trouve dans une morgue et vous, qui avez travaillé pendant longtemps ou qui avez travaillé au sein du rassemblement aux côtés de Etienne Tshisekedi, vous l'avez aussi abandonné. Aucune action. Le gouvernement a donné une position, la position du gouvernement est connue, mais nous ne sentons pas une action forte du côté du rassemblement pour que la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi puisse retourner ici et être enterrée en bonne et due forme. Bon, moi je ne veux pas beaucoup parler du problème du patriarche Tshisekedi parce que c'est quelque chose qui nous fait très mal. Mais je constate une fois de plus l'indignité d'un pouvoir qui n'a aucun respect pour les morts et qui s'évertue à bloquer le retour de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi. Je pense que si ça dépendait que de la famille du rassemblement et de l'UDPS, la dépouille de Etienne Tshisekedi serait déjà là. Mais vous avez suivi tous les blocages qui ont eu lieu. C'est dommage de pouvoir parler de ce sujet maintenant et comme ça, mais je crois qu'il y a une peur qui s'est installée. Le pouvoir en place sait très bien que le retour de la dépouille mortelle du patriarche Tshisekedi signifiera 3 millions de personnes dans les rues de Kinshasa, et avec l'incurie qui s'est installée, la colère que vit la population, il lui sera très difficile de gérer cela. Et donc, pour éviter qu'il y ait ce rassemblement des compatriotes, il s'évertue à bloquer le retour de cette dépouille mortelle. Là, la question est aussi simple que ça. Vous avez suivi le propos du Premier ministre
Il a été interviewé par nos collègues de TV5 Monde. Il a promis, d'abord il a dit qu'il a fait plus de 36 ans dans l'opposition, il se prend pour le leader de l'opposition. Il a dit qu'il va mettre tout ce qu'il faut pour rapatrier la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi. Est-ce que ce n'est pas le moment pour vous d'aller le rencontrer pour qu'ensemble vous puissiez procéder au rapatriement de la dépouille mortelle de Etienne Tshisekedi? Non mais madame, je crois qu'il faut être un peu sérieux. Il a tenu le langage qu'il a voulu tenir. Ça n'engage que lui, mais j'ai remarqué une seule chose. Il s'est bien abstenu de fixer une date pour dire que voilà, le mois prochain, non, il va mettre tout en œuvre. C'est aussi vague que ça peut l'être. Il ne peut pas le fixer de manière unilatérale, lui seul, alors qu'on sait que c'est un domaine de collaboration entre la famille biologique et le gouvernement. Mais vous savez très bien, vous avez même vu le document que Chadari a signé en catimini, parce que l'UDPS était plein que le dossier traînait chez lui, il y avait un document, il y avait un compromis qui avait déjà été trouvé et qui n'attendait que l'exécution. Aujourd'hui, on a vu que ce document a circulé dans les réseaux sociaux et ni l'UDPS ni la famille n'ont jamais reçu dans leurs mains l'original de cet accord-là. Un jeu de ping-pong, ça bloque où la majorité renvoie la balle à la famille biologique, à l'UDPS. L'UDPS fait autant pour le gouvernement. Je vous ai expliqué que le gouvernement, le groupe Achibala et consorts, ne veut pas du retour de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi au Congo. Je vous ai expliqué. Et je vous ai expliqué les motivations. Donc la question est claire, c'est la mouvance présidentielle qui ne veut pas du retour de la dépouille mortelle du patriarche Tshisekedi. À vous entendre parler, tant que cette mouvance sera au pouvoir, la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi ne regagnera jamais le pays de ses ancêtres. À mon sens, oui. Et nous allons chuter par cette question. Comment se porte l'UNADEF? Nous avons l'impression que l'UNADEF est plus présent au Katanga qu'à Kinshasa. Non, l'UNADEF est très présent. Vous avez suivi la matinée politique que j'ai tenue il y a 2 semaines, très présent à Kinshasa et de plus en plus présent sur l'ensemble du territoire. Si vous avez vu des images peut-être qui vous ont semblé spectaculaires à Lubumbashi, évidemment c'est parce que c'est mon fief électoral où il y a mes électeurs, mais bientôt là, si la situation, malheureusement madame, c'est ça le problème, si la situation le permettait, si la mouvance présidentielle ouvrait l'espace politique où nous pouvions circuler librement à travers le pays, je crois que chaque parti aurait eu l'occasion de faire la démonstration de sa force. Maintenant, vous avez un groupe, Palou et autres majorités présidentielles, qui, eux, peuvent circuler à travers le territoire et montrer le nombre de drapeaux qu'ils ont réussi à réunir sous leur bannière. Et de l'autre côté, vous avez l'opposition, la vraie, qui n'a aucun droit de circuler, qui n'a aucun droit de se réunir. Même des petits groupes, des mouvements citoyens de 15 personnes, 20 personnes, les gens sont arrêtés. Alors, comment allez-vous jauger ou juger la santé d'un parti politique? Je crois qu'il est important que les choses changent rapidement. Comme ça, les partis politiques peuvent continuer à faire leur travail. La dernière question que Alors, vous avez dit que l'UNADEF se porte à merveille, votre parti politique. Est-ce que les membres de l'UNADEF se sont-ils massivement fait enrôler? Et puis des deux, quelle lecture l'UNADEF fait-elle des opérations d'enrôlement jusqu'à cette étape? Bon, je pense que les membres de l'UNADEF, ce sont des citoyens bien formés sur le plan civique. Ils se sont enrôlés massivement. Et ça me pousse à la deuxième question. Je crois que vous avez suivi l'analyse qui a été faite par mon collègue Martin Fayoulou sur les statistiques des enrôlements en fonction des zones géographiques. Ce sont des choses qui nous poussent à nous interroger. D'autant plus que, effectivement, nous avons eu à remarquer que même dans beaucoup de circonscriptions électorales, en fonction de l'intérêt que la majorité présidentielle a pour la circonscription électorale, le nombre d'enrôlés est plus élevé ou moins élevé. Et toutes ces histoires ne sont pas aussi à mettre très loin de ce qui s'est passé au Kasaï, notamment, qui est un des grands bastions de l'opposition. Vous savez, quel que soit l'enrôlement qui va se faire maintenant
Mais dans les zones qui ont été touchées, on n'atteindra jamais le nombre d'enrôlés qu'on aurait pu espérer si la situation avait été stable. Ce sont parfois des situations qui sont provoquées pour des intérêts inavoués. Je crois que l'enrôlement, je crois qu'il y aura cet encadrement qui est en train de venir de la part de toutes les institutions internationales pour encadrer un peu la CENI. Et en ce moment-là, je crois qu'on pourra avoir un peu plus de vérité sur ce qui s'est passé. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission grand format. Christian Mwando, votre dernier mot. Mon dernier mot, c'est de dire tout simplement, d'abord merci à vous, parce que vous nous donnez l'occasion dans votre chaîne de nous exprimer, ce qui n'est pas le cas sur les chaînes publiques. Et dire simplement aux Congolais que le combat qui est en train de se mener maintenant, c'est un combat pour sa survie, c'est un combat pour son avenir, c'est un combat pour la réappropriation de son destin et de son pays. Ce n'est pas un combat des hommes politiques. Les hommes politiques, les leaders politiques sont des gens qui peuvent encadrer et accompagner. Si nous pensons que c'est le combat des hommes politiques, alors nous allons perdre notre pays. Nous sommes devant un groupe de personnes qui a confisqué le pouvoir et qui ne tient pas à le rendre, qui va gérer avec la terreur sans s'occuper de la situation sociale du pays. Il est donc grand temps que le peuple se prenne en main et qu'il puisse avoir récupéré son droit de se choisir ses dirigeants. Et cela, nous avons rendez-vous le 31 décembre 2017. Et bien voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission grand format. Un grand merci aux réalisateurs Fia Lungela et Diamant Mbilizi, pourquoi pas au panel de journalistes Merveille Lundula, Pichou Mumba, Patrick Oadio, et un grand merci à vous aussi pour nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour le 55e numéro de grand format. En attendant, restez branchés sur la télévision africaine pour la suite du programme. Merci.